Allez, c'est parti pour une plongée dans les grandes profondeurs des océans, dans les abysses, là où il fait complètement nuit et où la pression de l'eau est colossale. À tel point que pendant longtemps, on a cru que toute forme de vie y était impossible. Seulement voilà, dans les années 1970, avec les premiers bathyscaphes, les premiers sous-marins d'exploration scientifique, on y a découvert un foisonnement de vie avec des animaux plus étranges les uns que les autres. On y a découvert aussi des sources hydrothermales et des volcans. Et oui, il y a du feu dans les abysses. Du feu sous l'eau, c'est une blague? Et non. Pour le comprendre, il faut reprendre les bases. La Terre est composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte terrestre. Celle-ci contient d'immenses plaques dites tectoniques, en partie recouvertes par les océans. Elles se déplacent lentement grâce au mouvement des roches du manteau. Ces phénomènes sont à l'origine de 3 types de volcans sous-marins. Pour les observer, on plonge. Voilà, nous voici à 2700 mètres de profondeur. Que vois-tu? Une montagne avec la tête plate. Exact, sauf que c'est un volcan appelé guyot. Les guyos sont d'anciens volcans isolés et éparpillés sur les plaques. Autrefois, ils étaient émergés. On doit leur forme aplatie à l'érosion de la pluie, du vent et des vagues de l'océan. Puis avec le temps, ils se sont peu à peu enfoncés sous l'eau. Bon, ils n'ont pas l'air bien méchants. Et le second type de volcan? Ce sont les volcans alignés, dits de points chauds. Dans le manteau terrestre profond, certaines zones sont plus chaudes car la Terre évacue son trop-plein d'énergie. Les roches du manteau fondent et forment du magma qui remonte, perce la croûte et crée un volcan, qui peut parfois émerger ou, comme ici, rester sous-marin. Comme les plaques tectoniques se déplacent, le volcan est emporté. Le point chaud, statique lui, perce à nouveau la croûte et forme un second volcan, puis un troisième jusqu'à créer un alignement d'édifices. Et voilà la plus grande chaîne volcanique terrestre. Waouh, mais ça fait quelle longueur tout ça? 60 000 km, soit environ 7 fois la longueur de l'Afrique. C'est ce qu'on appelle une dorsale océanique. Elle se forme à la jonction de 2 plaques tectoniques qui s'écartent l'une de l'autre par à-coups. Sur une très longue échelle de temps, de petites déchirures se forment aléatoirement le long de la frontière. Ces ouvertures dans la croûte diminuent la pression sur les roches supérieures du manteau. Certaines zones étant aussi particulièrement chaudes, les roches entrent en fusion et forment du magma. Et ces montagnes creusées, c'est les volcans? Pas exactement. À cause de la chaleur, la croûte se bombe tout le long de la frontière et crée un relief. Mais puisque les plaques s'écartent, elles s'étirent. Tout l'axe central de la dorsale s'effondre et forme une vallée, le rift. C'est dans ce creux que le magma sort au fond de l'océan. Ce volcanisme est dit fissural. Parfois, la production de magma est telle que le relief finit par émerger. C'est le cas de l'Islande, qui est née d'un point chaud situé juste sous la dorsale de l'Atlantique Nord. La découverte des abysses, vous imaginez bien que ce n'est pas simple, c'est un peu comme la conquête spatiale. Et oui, il faut beaucoup de moyens pour mettre au point des engins capables de descendre à des profondeurs extrêmes, de résister à de très très fortes pressions. Tout cela, bien sûr, avec la priorité de préserver la vie des explorateurs qui montent à bord de ces vaisseaux de l'inconnu. Vous voulez embarquer avec eux? Eh ben c'est parti, on plonge. Masque, ok. Palme, ok. Bouteille d'oxygène, ok. Sans vouloir te vexer, pour descendre dans les profondeurs des océans, il te faut plutôt ça. Un sous-marin chouette. Allez, il n'y a plus qu'à plonger dans les abysses. Ce n'est pas si simple. Pour atteindre les grandes profondeurs sans dépenser trop d'énergie, on fait comme les plongeurs. On embarque du lest. Ici, des sas contenant des billes de plomb qui alourdissent le sous-marin. Grâce à ce lest, il est progressivement entraîné vers les profondeurs sous l'effet de son propre poids. Quand on arrive à la profondeur souhaitée, à quelques mètres du fond, on relâche une partie de la grenaille de plomb jusqu'à ce que le sous-marin trouve son équilibre et navigue entre 2 eaux. Et ce n'est pas fini. Une fois dans les abysses, il faut pouvoir résister à cet environnement hostile, à commencer par la pression.
à 6000 mètres de profondeur. Si un plongeur sortait du sous-marin, la hauteur de la colonne d'eau au-dessus de lui exercerait une pression considérable, 601 kg par centimètre carré. C'est comme si le plongeur devait supporter le poids de la tour Eiffel. Pour le protéger, le sous-marin possède une sphère en titane de 2,50 m de diamètre et épaisse d'au moins 6 cm. Ce matériau résiste non seulement à la forte pression, mais aussi à la corrosion. Le tout sans alourdir la structure du sous-marin. Ouf! Mais on n'est pas un peu à l'étroit dedans? Mais non! Regarde, on peut tenir à 3 dans la sphère. Et il y a tout ce qu'il faut pour diriger le sous-marin. Joystick, caméra, radar... Ouais, enfin on n'y voit rien ici, hein. Comment on fait pour se diriger et trouver les poissons dans cette obscurité? Eh bien, des projecteurs très puissants, placés à l'avant de l'appareil, percent la nuit noire des profondeurs. C'est aussi là qu'on trouve les caméras et les équipements dédiés aux missions scientifiques. 2 bras robotisés permettent de prélever des échantillons qui sont stockés dans des paniers placés sous l'engin. Il y a aussi des aspirateurs à faune et des systèmes de prélèvement d'eau. Tous ces équipements peuvent être changés entre chaque plongée selon le but de la mission scientifique. Ah, je me sens bien dans ce sous-marin. J'y resterai des jours entiers. Non, tu ne pourras pas, car les plongées sont limitées à 8 heures par sécurité. Pour remonter à la surface, il suffit de relâcher en une seule fois tout le lest encore embarqué. Génial ce voyage dans les abysses. On y prend goût. Alors aujourd'hui, 5 pays seulement, dont la France, ont les moyens d'explorer les abysses avec des sous-marins scientifiques habités et toujours plus sophistiqués. Et pourtant, le record de plongée n'a jamais été égalé depuis 1960. Une plongée à 11 km de profondeur, très exactement 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes. Voici la grande épopée de la conquête des abysses, depuis les premiers bathyscaphes jusqu'aux drones sous-marins les plus récents. Regardez. Mieux que la Batmobile, voici la Bathysphère. Il s'agit du premier engin créé pour explorer les profondeurs de l'océan. Nous sommes dans les années 1930. William Beebe, naturaliste et explorateur américain, plonge régulièrement dans les eaux tropicales avec son scaphandre. Au cours de plusieurs expéditions, son équipage et lui remontent dans leur filet d'étranges animaux issus des profondeurs. Mais pas facile de les étudier, car une fois à la surface, ces derniers sont souvent morts. William Beebe décide alors d'observer ces animaux vivants. Mais le scaphandre ne peut descendre qu'à quelques mètres de profondeur. Avec l'aide de l'ingénieur Otis Barton, il construit un sous-marin. La Bathysphère est née. Cette boule de 5 tonnes d'acier peut accueillir 2 hommes. Elle est suspendue au bateau par un câble qui l'empêche de sombrer. Après plusieurs plongées, elle atteint 920 mètres de profondeur en 1932. C'est un record. Mais déçu de ne pas pouvoir manipuler les animaux qu'il observe seulement à travers le hublot, William Beebe reprend vite ses plongées en surface. En 1932, après avoir obtenu le record de la plus haute altitude jamais atteinte à bord de son ballon dirigeable, le physicien Auguste Piccard décide de relever le même défi, mais sous l'eau. En 1948, il fabrique son premier sous-marin, un bathyscaphe appelé FNRS-2. Et c'est une nouvelle prouesse technique. Sa descente se fait sans câble relié au bateau. Cet étrange submersible est divisé en 2 parties. Au-dessus, on retrouve un énorme réservoir rempli d'essence plus légère que l'eau, ce qui permet à l'engin de flotter. Et dessous, une sphère en acier accueille l'équipage. Doté d'un moteur, il peut donc se déplacer. L'ensemble pèse près de 100 tonnes. Pour tester sa solidité, il est mis à l'eau sans équipage et atteint 1400 mètres de profondeur. Le record est battu. Mais lorsque l'équipe remonte le bathyscaphe, c'est la déception. Il est endommagé et la mission est terminée. En 1950, Auguste Piccard s'associe avec la Marine nationale française pour construire FNRS 3 de meilleure qualité. Les plongées reprennent.
À partir des années 1950, la conquête sous-marine s'emballe, mais les projets d'Auguste Piccard ne conviennent plus à la Marine nationale. Il tourne le dos à la France et décide de construire son propre submersible en Italie, aux côtés de son fils Jacques Piccard. Le bathyscaphe Trieste est parfaitement similaire au FNRS 3. Mais pendant ce temps-là, la Marine nationale s'est déjà plongée dans un nouveau record. En 1953, le pilote Georges Houot et l'ingénieur Pierre Wilm descendent à 2100 mètres de profondeur dans les eaux de la Méditerranée. Pas de temps à perdre. Le Trieste est vite mis à l'eau et atteint 3150 mètres de profondeur. La Marine nationale riposte. Ses deux pilotes reprennent le large et le FNRS 3 descend dans l'Atlantique à 4050 mètres. À cette étape, ni le FNRS 3 ni le Trieste ne peuvent aller plus loin. Le bathyscaphe de Jacques Piccard est donc amélioré grâce au financement des États-Unis qui le rachètent. En 1960, il descend dans la zone la plus profonde du monde, la fosse des Mariannes. Aux côtés de l'officier Don Walsh, il touche le plancher océanique à 10 916 mètres, 100 mètres seulement au-dessus du point le plus bas connu à ce jour. Et leur record n'a pas été battu depuis. À partir des années 1960, la course au record laisse place aux grandes explorations scientifiques. En 1959, la première soucoupe plongeante, Denise, est mise à l'eau par Cousteau. Et c'est une révolution. Imaginez, fini les engins lourds lentement remorqués à l'arrière du bateau jusque sur le lieu de plongée. Denise, bien plus légère, peut être directement portée sur le pont du navire. Malheureusement, son usage est limité. Cette nouvelle soucoupe peut accueillir 2 personnes, se déplacer verticalement et horizontalement. Mais elle ne descend qu'à quelques centaines de mètres de profondeur. En revanche, elle est capable d'explorer les fonds pendant plusieurs heures. En 1969, un nouveau sous-marin est donc lancé. Il s'agit de Siana, savant mélange entre le bathyscaphe et la soucoupe. Il peut se déplacer comme Denise et descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Au bout de 1500 plongées, il a notamment permis de découvrir en 1977 d'incroyables colonnes sous-marines cracheuses d'eau noire et brûlante, les cheminées hydrothermales qui abritent la vie sous-marine. En 1984, un petit sous-marin jaune prend la mer pour la première fois. C'est le Nautile. Comme l'Alvin, submersible américain, il est capable de descendre jusqu'à 6000 mètres. À cette profondeur, il peut visiter 97% du plancher océanique terrestre. Grâce à ses caméras et ses bras articulés, son équipage de 3 personnes peut collecter des échantillons, des images et explorer plus facilement des zones sous-marines difficiles d'accès. Aujourd'hui, il cumule plus de 1800 plongées qui ont permis de mieux comprendre les profondeurs de l'océan. Mais le Nautile est surtout célèbre pour 2 de ses missions. La première, Kaiko l'envoie explorer en 1985 la géologie des fosses japonaises à 6000 mètres de profondeur. Il permettra de comprendre l'origine des séismes au Japon en étudiant la tectonique des plaques sous-marines. En 1987, il plonge à 3800 mètres de profondeur pour aller filmer une étrange épave gisant sur le fond marin. C'est le Titanic, tristement célèbre pour son naufrage en 1912 après avoir percuté un iceberg. Le Nautile a passé près de 156 heures auprès du bateau. Aujourd'hui, accéder aux abysses reste encore un privilège. La conception des engins et le coût des missions sont tellement élevés que seuls les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et la France y ont accès. Jusqu'à 2010, le Shinkai du Japon était capable de descendre à 6500 mètres de profondeur. Mais un nouveau candidat fait désormais partie de la course, le Jiaolong chinois qui supporte la barre des 7000 mètres. À l'image de la conquête spatiale, les abysses sont donc devenus une affaire politique. Car dans les profondeurs, il n'y a pas que des poissons. Les ressources naturelles comme les minerais et les hydrocarbures y sont extrêmement convoitées.
Les abysses commencent aussi à faire l'objet d'une nouvelle forme de tourisme. En 2014, le riche réalisateur James Cameron, vous savez, Titanic, Avatar, a atteint 10 898 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, à bord de son Deep Sea Challenger. C'est moins que Jacques Piccard, mais ça fait de lui le troisième homme à descendre aussi profondément sous l'eau. Mais peu à peu, les sous-marins habités sont délaissés au profit des robots et des drones bien moins chers, plus autonomes et plus sécurisés. Moi, je préfère de loin garder mon propre sous-marin. Grâce à tous ces engins, on a fait des découvertes incroyables. On a découvert les sources hydrothermales, on en a déjà parlé, mais aussi toute une faune très étrange. Des poissons monstrueux avec des lanternes sur la tête, des vers géants, des calmars encore plus géants, des crabes yétis. Voici un tour du monde des espèces abyssales les plus surprenantes. Dans les grands fonds de l'océan Atlantique, entre 2000 et 4500 mètres de fond, vit une crevette appelée Rhymicaris exoculata. Elle se concentre sur les parois des sources d'eau chaude en groupes d'individus très denses, environ 2500 individus au mètre carré. Alors, cette crevette, elle a éveillé l'intérêt des chercheurs depuis sa découverte en 1986, parce qu'en fait, elle semble brouter des morceaux de cailloux toute la journée. Elle passe son temps à gratter sur la paroi des cheminées et elle avale de la roche. Et on sait très bien que ça ne nourrit pas un animal. Et donc, en fait, on s'est posé la question très rapidement, qu'est-ce qu'elle pouvait bien manger et comment elle pouvait bien vivre là. Il faut dire que dans les abysses, la nourriture est rare. Et oui, il y a peu de proies et sans la lumière du soleil, les végétaux ne poussent pas. L'alimentation des espèces qui peuplent les grands fonds est donc essentiellement constituée de carcasses d'animaux ou de particules venant de la surface. Rhymicaris exoculata, elle, a développé un système original pour se nourrir. En fait, cette crevette qui a une très grosse tête, elle a en dessous de sa carapace des bactéries qui ont colonisé l'intérieur de sa tête et qui sont aussi denses que la pelouse d'un terrain de foot peut l'être. Et ces bactéries-là servent entre autres à la nourrir. Les bactéries qui sont au niveau de sa carapace ou de son tube digestif sont capables d'utiliser l'énergie chimique que les volcans relarguent dans les fonds marins, exactement comme une plante utilise l'énergie du soleil pour faire la photosynthèse. Ces bactéries-là, elles utilisent l'énergie chimique pour faire ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Et elles fabriquent du coup des sucres, des protéines, du gras, tout ce qu'il faut pour faire un bol alimentaire complet pour la crevette. Ce bol alimentaire est un véritable garde-manger pour la crevette et sa carapace sert d'abri pour les bactéries qui s'y développent. C'est beau l'amour abyssal. En 2005, Michel Ségonzac découvre une nouvelle espèce de crustacé, le Kiwa hirsuta, ou crabe yéti si vous préférez. Cet animal a été observé à l'occasion d'une mission de plongée américaine au cœur des sources hydrothermales à 1500 km au sud de l'île de Pâques et par 2300 mètres de profondeur. Découvrir une Galathea, un animal qui fait 15 cm, couvert de soie blanche, qui appartient à une famille nouvelle, c'est vraiment une belle découverte. Alors, la Galathea est un crustacé décapode, c'est-à-dire qui a 10 pattes, et qui a la caractéristique d'être un animal aveugle, d'une quinzaine de centimètres de long, avec de longs appendices recouverts de soie, et un animal qui est blanc. Tout blanc et tout poilu comme un yéti, le mystérieux homme des neiges, d'accord. Mais alors pourquoi on l'appelle aussi Kiwa hirsuta C'est ensuite, lorsqu'on a décrit l'animal, qu'on doit donner un nom latin. Ici, on a donné Kiwa parce qu'on voulait rendre un hommage à l'île de Pâques, qui est une île tout à fait particulière et très mystérieuse. Et Kiwa, dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques, c'est la déesse des crustacés, donc on a trouvé que ça lui allait très bien. Et hirsuta, ça se passe de définition. Un yéti, dieu des crustacés, c'est bien mystérieux, tout comme son placement dans le classement des espèces. Pour l'instant, on l'apparente à l'araignée de mer ou au Bernard l'ermite, sauf qu'il fait partie d'une nouvelle famille de crustacés. Reste à trouver laquelle.
En 1977, quand les chercheurs ont découvert les sources hydrothermales, ils sont tombés nez à nez avec un ver géant, Riftia pachyptila. Sa taille peut atteindre les 2 mètres de long. Il vit en groupe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus dans ces sources d'eau chaude abyssale où il y a tout ce qu'il faut pour lui plaire. Chaleur, éléments nutritifs, etc. Et il a aussi appris à se protéger. Cet animal-là, effectivement, vit protégé dans le tube qui synthétise lui-même. Donc c'est un tube qui va faire jusqu'à 2 mètres de long sur les animaux les plus grands. Le tube, il est blanc crème, et il est composé principalement de chitine et de protéines. La chitine est une molécule chimique qui compose notamment la carapace des crustacés. Et ce ver des profondeurs fabrique lui-même cette molécule grâce à des glandes situées à chaque extrémité du tube. Ainsi, son habitat grandit de chaque côté en même temps que l'animal. Il est à la fois souple pour pouvoir laisser l'animal se bouger. Par contre, il est fixé à la roche. Et il est en même temps assez résistant pour que l'animal puisse se protéger, par exemple, des prédateurs, comme les crabes qui viennent assez souvent les attaquer. Et on les voit, les animaux, du coup, se cachent à l'intérieur de leur tube et on ne voit plus rien dépasser. Et quand l'animal est en repos, il a tout son grand panache rouge qui sort à l'extérieur. Ce sont en fait ses branchies qui lui permettent de respirer dans l'eau du fond. Il héberge aussi des bactéries capables de lui apporter les nutriments nécessaires à le nourrir. Alors ne cherchez pas sa bouche, ni son anus, ce ver n'a pas de système digestif. Les cheminées hydrothermales sont parfois très hostiles à la vie. Elles rejettent des composés chimiques qui peuvent être toxiques. Et dans les abysses, l'oxygène est peu abondant. Mais pour ce ver, Alvinella pompeiana, cela ne pose aucun problème. Ce qui est assez incroyable, c'est que ces animaux soient adaptés aux environnements chimiques d'un volcan, c'est-à-dire les sulfures, l'H2S qui sont l'œuf pourri, qui est normalement mortel, puisqu'il remplace l'oxygène sur les molécules pour respirer. Et ces animaux-là se sont adaptés et ils arrivent à faire avec. Alors on l'appelle aussi ver de Pompéi, parce qu'elle habite tellement près des cheminées hydrothermales, c'est-à-dire les volcans, qu'elle est souvent recouverte par les cendres. Donc c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé à Pompéi. Eh bien, quelle vie de chien, vivre recouvert de cendres. Mais comment elle fait pour respirer? Cet animal-là, qui est un ver qui peut être assez long, comme un doigt, il rentre, il sort de son tube en permanence. Et pour respirer, elle sort de son tube et au niveau de sa tête, elle a un grand panache branchial qui est très rouge et qu'elle ouvre complètement dans l'eau de mer et qu'elle bat. Et donc ça lui permet de respirer. Et puis après, elle retourne dans son tube et on la voit tout le temps rentrer, sortir. Et dès qu'un prédateur arrive, un crabe par exemple, clac, elle va se cacher. Et elle ressort après pour respirer en fait. Ce grand panache lui permet d'augmenter considérablement la surface de contact entre ses organes de respiration, les branchies et l'eau. Donc ils arrivent à capter suffisamment d'oxygène dans l'eau de mer pour ne pas être intoxiqués par les produits chimiques, par exemple les sulfures ou les métaux lourds, le plomb, le zinc. Il y a tout ce qu'il faut pour mourir alors qu'eux sont adaptés à ces environnements-là. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Oui, et surtout si c'est à 4000 mètres au fond des océans. Car les Batymodiolus azoricus ne sont pas n'importe quelle moule. Accrochées aux cheminées hydrothermales, elles doivent supporter les éléments toxiques et des températures pouvant atteindre 100 degrés Celsius. Alors elles vivent près des volcans sous-marins aussi, mais dans la zone des Açores. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là, plutôt au niveau de toute la plaque des Açores. Et en fait, elles vivent en grands groupes, elles colonisent toutes les cheminées. Parfois, on les voit vraiment, c'est des milliers d'individus qui sont les uns à côté des autres sur certaines cheminées. Et sur d'autres cheminées, au contraire, on les trouve pratiquement pas. Au niveau morphologique, elles se sont adaptées à cet environnement-là. Elles ont développé des branchies absolument immenses par rapport à la taille de l'animal. C'est-à-dire que la branchie va recouvrir pratiquement tout l'intérieur de sa coquille. Et dans sa branchie, non seulement elle a tout ce qu'il faut pour respirer l'oxygène comme tous les animaux, mais en plus elle cache son garde-manger. Ah, mais avec le même organe pour respirer et manger, elle ne risque pas de s'étouffer? Elle a développé des cellules spéciales dans lesquelles elle héberge des bactéries qui vont la nourrir grâce à la chimie des volcans sous-marins. Donc c'est un animal parfaitement adapté à cet environnement-là et qui est donc capable de respirer et d'avoir son garde-manger en même temps. Ouf, les branchies captent donc un maximum d'oxygène pour assurer la respiration de l'animal et les bactéries transforment les composés toxiques des sources hydrothermales en nutriments.
Bon, enfin, vivre à côté de ces cheminées, ça doit pas être drôle tous les jours. Alors comment fait-elle quand les conditions de vie ne sont plus favorables? Lorsqu'elle voit que son environnement n'est plus propice pour être en parfaite condition de vie, donc quand il est un peu trop chaud parce que le volcan s'enflamme, ou au contraire un peu trop froid, elle peut se déplacer grâce à un petit pied extensible en fait qui va sortir de la coquille et elle va se déplacer de proche en proche. Alors, elle ne se déplace pas aussi vite qu'une crevette ou un crabe, mais quand même, lorsqu'on observe les vidéos, on peut voir les animaux et les individus se déplacer sur le champ de vision en fait. Décidément, elle est vraiment pleine de ressources, cette moule. Dans la famille des poissons insolites, je demande la baudroie abyssale. Elle est facilement reconnaissable grâce à ses grandes dents acérées. Et puis, c'est quoi cette antenne bizarre sur sa tête? Elle descend des licornes, la baudroie? Alors la baudroie abyssale est un poisson qui est assez couramment répandu dans tous les océans, à une profondeur de plusieurs centaines de mètres jusqu'à 1000 ou 1500 mètres de profondeur. Et qui a la caractéristique d'avoir un leurre lumineux, c'est-à-dire une antenne au bout de laquelle elle agite un organe lumineux qui est fait pour attirer les proies. Bouh, les pauvres proies, c'est pas une mort facile, hein. Heureusement pour nous, on ne finira pas en goûter. Une baudroie, c'est tout petit. La femelle peut atteindre une quinzaine de centimètres, alors que le mâle ne dépasse que très rarement les 10 centimètres. Mais chez ces poissons, c'est pas la taille qui compte, ce sont les dents. La baudroie abyssale a un mode de reproduction tout à fait original. Le mâle, lorsqu'il trouve une femelle, il va s'accrocher à cette femelle avec ses dents et il ne va plus la quitter de toute sa vie, de telle sorte qu'il va devenir une sorte de parasite. Son système circulatoire va être celui de la femelle. Il va perdre sa forme très rapidement, de façon à... ce sera une sorte de verrue informe, on ne le reconnaîtra même plus. Il perdra toutes ses fonctions physiologiques au profit de la femelle et il ne gardera comme fonction que ses gonades qui seront là pour émettre des spermatozoïdes qui seront pour une fécondation externe. Et donc, il passera toute sa vie accroché à cette femelle. Eh ben, ils ont plutôt intérêt à bien s'entendre. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons de ce mode de reproduction unique. Il se pourrait que cela permette à la femelle de surmonter les difficultés de rencontre dans l'obscurité. Des chercheurs néo-zélandais ont même découvert dans leur filet une femelle baudroie avec 7 mâles fixés à elle. Mais bon, tout ce qui se passe dans les abysses doit rester dans les abysses. Parmi les animaux marins les plus spectaculaires des grandes profondeurs, il y en a un qui fait couler beaucoup d'encre, le calamar géant. La littérature est à l'origine de légendes historiques dont les premières traces remontent à l'Antiquité grecque. Il a effrayé les peuples côtiers et les pêcheurs pendant de longs siècles, jusqu'à devenir le kraken, ce fameux poulpe géant qui était capable d'engloutir des embarcations entières. Le kraken qui est une légende de Scandinavie. Au milieu du 19e siècle, la légende devient progressivement réalité. L'observation de plusieurs calamars géants échoués sur les côtes de Terre-Neuve, ainsi que d'un autre spécimen flottant en mer, prouve peu à peu son existence. En 1864, un scientifique danois décrit pour la première fois ce céphalopode et lui donne une partie de son nom scientifique, Architeuthis, tandis que d'autres décident de se jeter à l'eau. À partir du moment où les techniques, la technologie a permis avec les sous-marins de plonger profond, les scientifiques se sont attachés à essayer d'observer cet animal dans son milieu. Et cette recherche a duré plusieurs années, elle a duré une quinzaine d'années, et c'est surtout une équipe de Japonais qui a réussi à ramener les premières images en 2004 au large du Japon. Tsunemi Kubodera, le scientifique japonais, lance en 2012 une autre expédition avec le sous-marin américain Triton. Il parvient alors à obtenir quelques minutes de vidéo de l'animal dans son environnement à 630 mètres de profondeur. Il devait être énorme. Le record qui est actuellement admis, c'est un animal qui a échoué sur les côtes de l'Afrique du Sud.
il y a une vingtaine d'années et qui atteignait 18 mètres de long. Bien entendu, c'est le corps, les tentacules et les 2 longs bras qui permettent d'atteindre une telle taille. Paradoxalement, il reste l'un des animaux le moins bien connus d'un point de vue biologique, alors qu'il est le plus grand invertébré terrestre. Alors, ouvrez l'œil pendant vos plongées. Waouh! Il n'y a pas que des monstres dans les abysses. L'Ampoctéis cruentiventer est un animal qui vit entre 900 et 3300 mètres de fond. Dans le noir, on le remarque tout de suite par sa couleur d'un rouge flamboyant et ses jolis néons de discothèque. Ce phénomène lumineux, appelé bioluminescence, est très utile dans l'obscurité. Alors, la bioluminescence a plusieurs fonctions. Ces fonctions, c'est d'abord attirer des proies, par exemple, comme l'arbre droit abyssal qui, avec son leurre lumineux, qui attire des proies. Attirer des partenaires pour la reproduction, mais également se protéger, se camoufler des prédateurs. Parce que, par exemple, si un animal fait coucou à une partenaire pour se faire repérer, il doit faire attention si derrière, il n'y a pas un prédateur qui voit les mêmes signaux lumineux. Mais au fait, comment l'Ampoctéis fabrique cette lumière ? La bioluminescence provient d'amas cellulaires qui contiennent des bactéries, et ces bactéries émettent de la lumière qui peut être contrôlée par des contractions de muscles, ce qui donne une palette de couleurs très étendue. Aussi bien, ça peut être chez les poissons, mais surtout aussi chez les céphalopodes, dont on connaît les caractéristiques des mollusques, comme les poulpes ou les calmars, qui peuvent se fondre dans le milieu. Le Lampoctéis n'a pas d'organes lumineux proprement dit. C'est pratiquement tout l'animal qui possède des cils, un système de coloration de l'animal, de tous ses organes. Et il donne des colorations extraordinaires pratiquement en permanence, quoi. Les racines grecques de son nom, Lampocténa, signifient d'ailleurs crête brillante. Alors pourquoi les abysses sont-elles encore aussi mystérieuses et que reste-t-il à y découvrir? Oh, certainement des univers insoupçonnés car nous n'en connaissons aujourd'hui qu'une toute petite tête d'épingle. Voici les questions que nous avons posées à nos experts. En fait, aujourd'hui, on connaît moins bien la surface des fonds marins que la surface de la Lune. 72% de la planète, c'est l'océan qui le recouvre. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, on pense qu'on a exploré à peu près 5 à 10% des fonds marins, pas plus. Ce qui fait qu'on n'explore pas beaucoup les fonds marins, ou pas suffisamment sans doute, c'est que techniquement parlant, c'est très contraignant parce qu'il faut évidemment des bateaux pour se rendre au-dessus de la zone où on veut travailler, mais il faut surtout des sous-marins. Et les fonds marins, ils vont jusqu'à 11 000 mètres. Alors 11 000 mètres, c'est rare, c'est la fosse des Mariannes, mais on considère que 75% des fonds marins seraient couverts par un sous-marin qui irait à 6 000, 6 500 mètres. Donc effectivement, il y a quelques sous-marins dans le monde qui peuvent aller à ces profondeurs-là, mais seulement 5 sous-marins habités et quelques engins type robots qu'on opère depuis la surface. Et puis sans doute, il faudrait lever des vocations parce qu'on sait qu'à peine 10% des chercheurs au monde travaillent sur ces environnements-là, donc c'est très très peu. Je dirais déjà, la vie est partout dans les grands fonds. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé qu'en dessous de 500 mètres de fond, il n'y avait pas de vie possible car trop de pression, trop d'obscurité, plus de photosynthèse de surface. En fait, on se rend compte, et ça c'est une des grandes découvertes, je dirais la grande découverte qu'on a pu faire avec les collègues géologues, dès qu'il y a une activité géologique de notre planète, un peu de chaleur, un peu de chimie, les bactéries sont capables de se développer sans lumière. Elles font ce qu'on appelle la chimiosynthèse, qui est une révolution dans le monde de la biologie. On peut avoir tout un système alimentaire basé sur la chimie, pas sur la lumière, et donc pas besoin de plantes, les bactéries prennent le relais, et de là, les animaux se développent. Un des grands mystères au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment comment les espèces des grands fonds font pour se reproduire, à quel moment, à quel endroit, et quand elles se reproduisent, où vont les larves, comment elles sont. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas comment sont les larves des espèces, donc on ne sait même pas où elles dispersent au moment de l'éclosion des œufs. On ne sait pas si elles partent loin, si elles remontent vers la surface, si elles se déplacent.
Et une autre question qui est vraiment importante, c'est comment les espèces sont capables de se déplacer d'un site à l'autre. Elles vivent normalement sur un site hydrothermal, par exemple, dans des conditions de température et de chimie qui leur permettent de se nourrir et de se développer. Mais si elles veulent aller sur un autre site, il faut qu'elles passent par l'eau froide. Et on ne sait pas au jour d'aujourd'hui à quel moment de leur vie elles le font, parce que ce sont les larves, parce que les œufs, en général, les femelles les gardent, ou est-ce que c'est emmené par les courants à un certain moment de vie. Tout ça, c'est très très peu connu. Et aujourd'hui, c'est un des grands mystères des grands fonds marins. Quand on les a découverts, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. On est dans un milieu quand même assez extrême, et là, tout d'un coup, il y a une activité qui surgit du fond de l'eau. Ça bouge, et ça bouge et ça amène de la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe sur les fumeurs noirs? La vie s'installe dans un endroit où, normalement, on voit rien. C'est le désert aquatique, on va dire. Et au milieu de ce grand désert aquatique qui couvre 70% de la planète, on se retrouve avec des fumeurs noirs où grouille une vie à leurs pieds, sur les fumeurs, etc. Et tout l'intérêt de ça, c'est de se dire, mais du coup, la vie est apparue sur Terre. Est-ce que les fumeurs n'auraient pas eu leur mot à dire dans le processus d'installation de la vie sur Terre? Donc évidemment, les grandes fosses, plus ou moins importantes, les plaines abyssales sont forcément peu ou pas assez étudiées pour comprendre vraiment l'océan dans sa globalité. Et puis au niveau des systèmes actifs, je pense qu'on en connaît, mettons sur la ride médio-atlantique qui est une des plus étudiées au jour d'aujourd'hui par les Européens, on connaît une dizaine de sites quand il y en a probablement des centaines, voire des milliers. Donc il reste encore des dizaines d'années devant nous de recherche et d'études pour mieux appréhender ces grands fonds. Hélas non, sous l'eau. Là encore, les plongées sont rares, chères, difficiles et perdues dans une immensité. Même si on sait un petit peu où il faut aller, mais c'est encore tellement grand qu'on n'est jamais tombé pile poil sur une éruption qui vient d'avoir lieu. En revanche, c'est arrivé qu'on arrive juste après, c'est-à-dire il y a des images qui ont été faites de roches qui montrent, de formes qui montrent que c'est très récent. Peut-être très récent, je dis, c'est pas la veille ou l'avant-veille, ça peut être il y a 5 ans, 10 ans, mais on ne sait pas. Mais en revanche, pour le moment, au fond des océans, on n'en a pas. On en a en revanche sous l'eau. Quand on se rapproche des terres, il y a des endroits où on sait, ça a été fait à Hawaï, à La Réunion, puis à d'autres endroits, puis il y a en Islande, etc. On peut filmer du volcanisme sous l'eau. Mais le volcanisme qui fait vivre cette terre, donc ces fameuses dorsales avec les fumeurs, etc., on n'a pas encore vu de lave couler, rougeoyante, etc. Hélas, non, mais tout le monde espère. Il y en a bien qui va tirer le bon numéro un de ces jours. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les abysses qu'on pensait protégés parce que justement difficiles d'accès, peu de gens qui s'y intéressaient, nos recherches finalement ont mis en évidence que les abysses recélaient des grandes richesses. On se dit qu'il y a peut-être des nouvelles espèces animales, microbiennes, qui auraient des nouvelles molécules d'intérêt comme des nouveaux médicaments, des nouveaux antibiotiques, des nouveaux anticancéreux. Mais pas seulement la biologie, il y a aussi toutes les ressources énergétiques comme les pétroles profonds, le méthane profond et puis les ressources minérales dont on entend un petit peu parler maintenant, parce qu'effectivement on s'est rendu compte que dans ces systèmes profonds, les minéraux qui sont renfermés près des sources hydrothermales sont bien plus riches par exemple en or, en plomb, en zinc que les ressources terrestres. Et donc c'est vrai qu'il y a des intérêts miniers qui se mettent en place et que certains pays commencent effectivement à poser des jalons et des permis dans les grands fonds pour aller exploiter ces richesses-là. C'est d'abord de faire connaître les abysses et donc de faire connaître la Terre dans sa globalité. Pourquoi? Parce que la connaître, ça va être mieux l'approcher, donc l'aimer un peu mieux et être plus conscient qu'il faut faire attention à ne pas tout abîmer comme on a tendance à le faire en ce moment. Donc les abysses elles-mêmes, elles se protègent encore parce qu'elles sont loin de nous et très difficilement accessibles, mais les océans eux-mêmes,
y compris dans les abysses, subissent des dégradations qui posent des vrais problèmes. Donc nous, des actions, c'est de la communication, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation, même par des actions concrètes, peut-être des concours de découverte, de dessins, de photos, de poèmes, de tout ce qu'on veut. C'est d'abord que les enfants notamment se disent « mais oui, c'est un tout, si j'abîme la mer près de chez moi, en fin de compte, je pourrais bien en même temps, avec le temps et tous ensemble, abîmer les abysses qui sont pourtant si loin et qui me paraissent inaccessibles. » Allez, à bientôt pour de nouvelles découvertes et surtout, n'hésitez pas à partager nos dossiers et à tiper aussi pour nous aider à en réaliser d'autres. Salut les aventuriers!